Si vous aimez le mystère, le paranormal, et que vous souhaitez en savoir plus sur les recherches en cours, eh bien restez avec nous sur Fréquence Évasion et découvrons ensemble en compagnie de scientifiques et de témoins les phénomènes que l'on dit surnaturels. Patience, c'est dans une poignée de minutes sur Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Dans quelques instants sur Fréquence Évasion, la clé du mystère, nous serons en compagnie de Peter Knight et nous parlerons d'OVNI, de multidimensionnalité. À tout de suite. Soyez les acteurs de Fréquence Évasion. Réagissez à chaque instant dans le direct live au 09 79 35 29 60. Exprimez-vous en toute liberté sur la ligne des auditeurs 09 79 35 29 60. Fréquence Évasion, l'interactivité et la libre expression. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Peter Knight, bonjour et merci d'être avec nous. Oui, bonjour. C'est la première fois que vous participez à l'émission La clé du mystère. Oui, ça me fait plaisir. Nous allons parler d'OVNI, de multidimensionnalité. Voilà. Alors vous êtes l'auteur du Code secret des envahisseurs, vous avez été témoin d'un phénomène que l'on pourrait qualifier d'OVNI, vous avez pris des photos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez vu exactement ? Alors vous parlez de la photo qu'on a vue dans l'interview Oui. Rendez-vous avec Rock. C'est ça. Exactement. Ça, c'était aussi un exemple de quelque chose qui me suit depuis très longtemps, parce que j'ai déjà vu d'autres. J'ai vu des disques volants dans les gorges du Tarn. J'ai été suivi, donc j'ai vu aussi un autre tube transparent où il y avait des sortes d'hommes grenouilles dedans. Et donc là, ça fait suite à toutes ces histoires, donc, puisque c'est depuis mon enfance que je vois ça. Donc ça fait suite à toutes ces histoires étranges j'appelle pas ça des contacts, j'appelle ça une sorte de vie que j'ai naturellement plongée en apnée presque, une plongée en apnée qui me mène à quelque chose que je ne comprends pas vraiment moi-même, hein, parce qu'il y a une manipulation derrière tout ça, donc il faut faire très attention. J'estime que les contactés devraient faire très attention, parce que dès qu'ils croient que c'est des extraterrestres, alors là on est foutu là, parce que c'est autre chose. J'ai découvert en étudiant, j'ai été obligé d'étudier pendant plus de 30 ans cette question, et je peux vous assurer que ce ne sont pas des extraterrestres, hein, carrément. Hein. Ah bon ? Alors, à votre avis, c'est quoi ? Alors je vais justement vous montrer quelque chose à partir de Maurice Chatelain, qui était un chercheur travaillant pour la NASA, hein, qui d'ailleurs je crois qu'il est à l'origine des moteurs de la fusée Apollo. Maurice Chatelain qui connaissait d'ailleurs très très bien Jacques Vallée. Donc Jacques Vallée qui est une figure emblématique de l'univers OVNI. Hein. Oui. Et là, Jacques Vallée, c'est un personnage que je ne connaissais pas vraiment, même si j'ai eu tout ça, même si je n'ai pas lu vraiment Jacques Vallée, curieusement, hein, c'est curieux toutes ces histoires, parce que je me suis référé dans mon enquête, c'était une enquête très approfondie que j'ai fait depuis des années, et qui correspond à une évolution paranormale de l'homme sur la Terre, et ce paranormal est en relation avec tous les mythes et toutes les religions, et qui auraient dû faire de l'homme un principe actif dans l'élément cosmique. Mais on n'a pas eu ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu détournement de l'information à travers justement ces religions et les groupes OVNI. Donc je reviens à Jacques Vallée qui justement a enquêté sur ces groupements OVNI, et je vais vous dire de quoi il est question là. Je vous lis juste un tout petit détail de ce que dit Maurice Chatelain dans son livre Les Messagers du Cosmos, paru chez Robert Laffont dans les éditions Énigmes de l'Univers. Allez-y. Donc il dit Jacques Vallée propose une nouvelle explication du phénomène des soucoupes volantes qui est encore plus invraisemblable que les précédentes, mais qui pourrait malheureusement bien être parfaitement exact. Depuis quelque temps déjà, un certain nombre de chercheurs indépendants avaient envisagé la possibilité que les soucoupes volantes aient une origine terrestre. Mais une origine terrestre, je vais vous dire, au niveau du noyau même de l'ufologie, l'origine terrestre, il faut basculer ça dans les temps antiques, hein, quand je dis origine terrestre. Donc voilà, lui, il pense que les Russes et les Américains n'ont pas à voir avec ça, mais j'ai découvert dans mon enquête, via Jacques Bergier, que si justement les Russes et les Américains collaborent avec ça depuis à peu près la Deuxième Guerre mondiale, voire la fin de la Deuxième Guerre mondiale, par l'opération Paperclip. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà ce que dit donc ce qu'a découvert Jacques Vallée. Il pourrait exister en effet sur la Terre, dont les continents ne sont que partiellement explorés et dont le fond des océans ne l'a encore jamais été,
Une société secrète très puissante, disposant de ressources financières énormes, avec des bases souterraines ou sous-marines, où seraient construits et lancés des engins mystérieux en forme de soucoupe volante, qui seraient propulsés par un champ unique semblable à celui que Brown avait découvert, et il avait démontré la puissance fantastique avec Einstein au cours de l'expérience de Philadelphie. Il faut savoir quand même que ce n'est pas vraiment Brown, ça c'est la théorie, mais c'est Tesla. Ouais. Des bobines de Tesla avaient été mises sur l'Eldridge E173, avaient été interconnectées et généré un super champ de force comme savait le faire Tesla depuis 1893 à peu près avec ses bobines. Donc avec des bobines, le courant électrique est changé en flux électromagnétique et vous n'êtes pas désintégré par la foudre. Ouais. C'est un maillage qui se fait par une sorte de super champ répulsif magnétique très connu de l'armée, comme ils racontent que c'est faux, ils connaissent pas ça c'est complètement idiot, forcément avec la furtivité et tout, ils savent très bien ce que c'est. Donc voilà, alors ils disent, il continue, Maurice Châtelain, il dit Jacques Vallée entreprit une investigation complète de ces groupements, feignant de croire à leurs théories extravagantes. Donc comme toujours aujourd'hui, on en est encore là dans le web, afin de voir si son hypothèse pouvait être valable et si ces groupes pourraient avoir une origine commune sans même le savoir eux-mêmes, ce qui est juste ça. Et naturellement, il commença par la Californie où nous vivons, donc là, Maurice Châtelain dit qu'ils vivaient tous les deux à l'époque, où nous vivons tous les deux, et qui, comme chacun sait, est le paradis terrestre de tous les cultes, de toutes les sectes et de toutes les religions les plus invraisemblables. À la suite d'une longue enquête qui le conduisit jusqu'à Paris dans les couloirs du métro à la recherche de Melchizedek, ça c'est pas étonnant, il semble maintenant persuadé que toutes les sectes occultes et tous ceux qu'il a contactés pourrait très bien être manipulé par une seule organisation centrale, très riche et très puissante, dans le but de détruire la civilisation occidentale actuelle pour la remplacer par une sorte de dictature religieuse et militaire. Eh bien, je confirme, moi, ce qu'a découvert Jacques Vallée est tout à fait réel et que l'univers manipulateur de l'ufologie, tout ce qui est centré sur l'ufologie, fait partie à l'heure actuelle d'une secte paragouvernementale via les militaires, justement dont parle Jacques Vallée à la fin de ce récit, et qui fonctionne à l'heure actuelle avec le système et les gouvernements. C'est-à-dire que, je vais vous dire, et ça ne rigole pas, c'est que le Vatican lui-même est complètement, on pourrait dire, une des figures centrales de cette manipulation gigantesque au niveau religion, pour nous faire croire en un Jésus-Christ à l'extérieur, c'est-à-dire dans le temps, afin qu'on les adule en arrière-plan, que j'appelle ça le syndrome des dieux de l'Olympe, pour les adulations. Et qui fait que vous adulez le star system. À Washington, vous adulez les soi-disant politiques qui font des guerres, parce que en fait c'est pour détruire les ethnies et notre mémoire, la mémoire surtout de l'Irak, et ce que recherchaient d'ailleurs les Allemands, les nazis de Paperclip, retourner en Irak pour retrouver le berceau de l'humanité, la Sumérie quoi. Et vous avez donc cette recherche de l'adulation pour les masses, qui fait partie du système de guerre, c'est-à-dire la chair à canon, par les milliardaires qui créent un système d'adulation via le Concile des 300, c'est-à-dire tout ce qui est les Bilderberg et tout ce qui est fondamentalement le gouvernement, quoi, et qui fait que en adulant le star system, les stars du star system, tout ce qui est la musique et tous les chanteurs et tout, vous perdez votre temps dans cette incarnation à aduler des choses, que ce soit même Jésus-Christ, malheureusement à travers la religion, qui est pris pour quelque chose qui finalement nous délocalise au niveau de notre moi cosmique, afin de ne pas réaliser, de ne pas autoriser l'ouverture du troisième œil, parce que vous savez que le troisième œil, il faut le savoir quand même, a la forme de l'œil de rat sur les anciens manuscrits et hiéroglyphes. C'est exactement la forme dessinée avec la larme en dessous, etc. C'est vraiment la forme de notre troisième œil qu'il faut ouvrir par l'émergence de l'énergie libre traversant le corps avec un champ magnétique. Mais on n'a jamais réalisé ça. Alors on en reparlera tout à l'heure. Vous faites référence finalement au nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial n'est que l'ex-ordre nouveau d'Adolf Hitler depuis la période des paperclips. Et la période des paperclips, c'est très intéressant à suivre dans le sens espionnage, je dirais. Même on peut espionner les espions, c'est tout bête. Et paperclip, ça vient... Alors, je peux vous expliquer
Ce que j'ai écrit dans mon dernier article qui est paru dans le nouveau Top Secret Magazine, qu'on peut avoir dans toutes les presses, dans une interview qui s'appelle Veritas, Randy Kramer a déclaré: il y a une prévalence de l'idéologie nazie et de l'eugénisme dans la chaîne de commandement de la Space Force, qui finalement est via le complexe militaro-industriel d'aujourd'hui, de ce que fait Angela Merkel et tout le monde, tous les, que ce soit Obama, etc., et tous ceux qui cherchent en France à avoir le pouvoir par la force des armes. Dans son interview avec Laura Eisenhower, il répond à la question du collègue de Laura: quelle est la relation exacte des nazis concernant le programme spatial secret avec les familles Illuminati? Kramer répond que les vieilles familles ont perdu le pouvoir à cause de la technologie que les nazis et militaires gardaient à la pointe, et qu'ils ont surpassé ainsi les familles, et ils ont surpassé ainsi les familles de puissance. Dans les années 50-60, les familles royales étaient très centralisées. Elles représentaient une sorte de mécanisme de contrôle, puis cela a commencé à changer pour elles dans les années 60, parce que les dirigeants du renseignement militaire devenaient de plus en plus puissants à cause des technologies qu'ils développaient, pendant que le pouvoir de ces familles royales diminuait d'autant, car ils n'étaient pas au fait des nouvelles technologies militaires. Ces derniers exploraient l'espace et avaient des bases. Ils étaient déjà sur Mars, en fait. Kramer a dit que des familles royales ont voulu rejoindre la structure de commande de la Breakaway Civilization. Alors le groupe resserré des paperclips qui commandait le programme spatial clandestin a commencé à accepter d'énormes quantités d'argent que les banquiers des familles leur offraient pour participer à la conquête du monde et de l'énergie libre. Et c'est ainsi que les financiers internationaux se sont incorporés au programme, vous voyez. C'est exactement à l'heure actuelle, c'est-à-dire qu'il faut savoir, est-ce que vous vous souvenez de la sonde, après avoir photographié Mars Global Surveyor, a photographié sur Phobos un énorme monolithe parfait. Les scientifiques disent qu'il est parfait dans sa dimension, exactement décrit dans le livre d'Arthur Clarke, 2000 l'Odyssée de l'espace. C'est-à-dire que moi j'ai des photos, d'ailleurs je vais les publier dans mon prochain livre, vous pourrez le voir dans ce qui s'appellera, j'ai changé un petit peu le titre du deuxième tome, c'est le dossier secret des envahisseurs. D'accord. Donc en fait, vous avez la photo de ce monolithe. D'ailleurs, c'est Buzz Aldrin qui en a parlé pour la sortie de son dernier ouvrage. Et quand vous voyez la photo, vous voyez vraiment que c'est un artefact artificiel, réellement. Donc on a un rapport avec Phobos. Déjà, Phobos, il faut savoir que le secret de Phobos a été dévoilé par des grandes personnalités scientifiques qui ont dit que Phobos était artificiel, et il y a des raisons. Il y a des raisons pour ça, pour découvrir ça. C'est-à-dire non seulement Phobos, et on le sait au sein de ce qui est, vous voyez, le gouvernement actuel et les scientifiques, on le sait très bien que Phobos est artificiel, mais personne n'en parle plus. Malheureusement, je suis obligé, moi, c'est bizarre que je suis toujours obligé de lever le lièvre à chaque fois, et ça finit par me fatiguer, vous voyez. Voilà ce qui est dit. En ce qui concerne Mars. Donc Mars a deux satellites appelés Phobos et Deimos. Donc ils furent découverts en 1877, et les scientifiques sont favorables donc à la thèse sur la construction artificielle des deux satellites martiens. C'est peut-être pour cette raison que la NASA a tant désiré arriver sur Mars le plus tôt possible. Il y a donc 10 ans à peu près, 55 millions de dollars ont été consacrés à cette recherche. Donc les Nord-Américains, donc Fred Hoyle, physicien, et Fred Singer, astronomes, parvinrent à la conclusion définitive que les deux satellites étaient de construction artificielle. Raymond Wilson, chef du service de calcul mathématique du service de l'astronautique nationale américaine, fut chargé par l'administration spatiale NASA de contrôler le dit projet qui comportait le lancement de sondes spatiales capables de vérifier si le satellite Phobos était de construction artificielle. Alors voilà, il y a le russe S.E. Shklovsky qui dit: nous devons admettre que Phobos est un satellite artificiel construit en duralium. Vraisemblablement, Phobos est vide intérieurement. Étant donné sa vitesse de rotation, on arrive à cette conclusion en tenant compte du fait que Phobos possède des caractéristiques très spéciales. Aucune planète n'est si petite que Phobos. Les deux satellites de Mars, Phobos et Deimos, sont excessivement proches de la planète elle-même. Actuellement, on considère que Phobos n'est éloigné de la surface martienne que de 6000 à 9000 km, avec une tendance à la réduction. Phobos se meut dans un mouvement de rotation à une vitesse 4 fois supérieure à celle de la planète elle-même. Cette théorie est absolument impossible en astrophysique pour un satellite naturel. Aucun satellite ne peut se mouvoir à une vitesse supérieure à celle de la planète
autour de laquelle ils tournent, puisqu'en principe, ils proviennent, tous deux, de la même masse et ont la même vitesse. Phobos ralentit sa vitesse lorsqu'il s'éloigne de Mars. C'est précisément là le phénomène observé par les satellites artificiels mis en orbite autour de la Terre par l'URSS et les USA. Vous voyez donc, on sait déjà depuis longtemps que c'est artificiel. Donc, ce dont Buzz Aldrin parle à propos du monolithe complètement artificiel, puisqu'on le voit, on voit son ombre portée, c'est une tour carrée, exactement comme décrit sur JAPET, je crois, un satellite de Saturne, où Arthur Clarke décrit une telle tour, pareille, mais là c'est sur Phobos. Dans le film d'Arthur Clarke, c'est sur la Lune, et là par contre dans la réalité c'est Phobos. Donc on a un lien, puisqu'on le sait que dans 2000 Odysseys de l'espace, il émet une longueur d'onde, on ne sait pas laquelle, on ne sait pas ce que c'est, ce qui veut dire par Arthur Clarke, mais il semble être au courant de quelque chose. Or, si on comprend bien que c'est sur Phobos, un satellite artificiel, qu'il y a une structure artificielle, donc le visage de Mars était pris, puisque je l'ai dit, vous avez dû voir mon interview, il existe réellement, et c'est pas la mission de Michael Malin qui va nous dire le contraire, puisque ils avaient ôté 250 tonalités de gris dans la gamme des gris pour photographier, où ils disent que c'est tout plat, qu'il n'y a rien, qu'il n'y a pas de visage. C'est un mensonge éhonté. Moi, j'ai les photos anciennes. Ils m'ont envoyé leur cahier Vincent Di Petrio, de ceux qui ont étudié sur 20 ans avec Richard Hoagland. Ils m'ont envoyé leurs photos, et je peux vous assurer que c'est pas des rigolos, les chercheurs Richard Hoagland. À côté, Michael Malin, c'est un pauvre rigolo, parce que je peux vous affirmer concrètement, par rapport à moi, les observations que j'ai fait d'OVNI, c'est-à-dire tout ce qui est dans le système solaire et qui est sur la Terre, et toutes les observations d'OVNI, c'est que ça m'a aidé d'une certaine manière. Je ne sais pas qui m'aide, entre guillemets, je ne sais pas qui me contacte de ce que c'est vraiment, mais je sais particulièrement qu'il y a une intelligence à l'heure actuelle qui est sur la Terre, des gens, et qui œuvrent dans le système solaire, qui ont des propriétés et qui voyagent de la Terre à la Lune via un immense satellite qui est en orbite autour du Soleil. Donc en fait, tout ça pour vous dire que le bloc monolithique qu'on a découvert sur Phobos, en fait, est en relation avec les pyramides de Mars, que décrit James Surtak, puisqu'il dit que c'est une intelligence artificielle qui œuvre sur Mars et qui a construit ces pyramides, dans son livre Les Clés d'Enoch. Donc lui, comme il a travaillé à Washington, au Pentagone, il sait très bien ce qu'il dit, à mon avis. Et on a donc une relation avec cette immense monolithe qui génère une énergie particulière et qui envoie sur les pyramides et sur le visage quelque chose. C'est pour ça que la sonde Phobos a été complètement virée quand elle a voulu photographier Mars, et qu'on a vu une ombre elliptique colossale projetée sur la planète Mars au moment où cette sonde a été complètement virée. D'ailleurs, je ne sais plus quel journaliste a dit que c'était une guerre interstellaire, et c'était un incident diplomatique extraplanétaire, et qui faisait partie d'un programme très particulier qui nous empêche de savoir ce qui se passe. Alors, dans quel but on aurait créé des satellites artificiels ? Les satellites artificiels ont été mis, si vous voulez, en action. Pourquoi ? Parce que au début des années 50, on a observé un immense satellite à l'équateur de la Terre, qu'on a peut-être appelé le Chevalier Noir. Je ne sais pas si c'était ce nom-là au début qu'on a donné, mais en tout cas, après qu'il y ait eu cette visite très particulière, ce Chevalier Noir inconnu, un énorme engin, eh bien, on a décidé de créer des satellites d'observation. Alors revenons aux disques que vous avez observés. Ces disques, ils se présentaient comment ? Alors, vous voulez parler de ce que nous, avec ma compagne, on a observé. Voilà, c'est ça, oui. Oui, alors là, c'était longiligne, mais quand ça bougeait, ça prenait plusieurs formes. Ouais. Et c'était cristallin, comme une bulle de savon. Donc je pense que c'était un champ de force matérialisé, parce que ça m'a suivi particulièrement quand j'ai quitté l'endroit où je l'avais vu, puisque je méditais, et quand je suis sorti de cette église, c'était suspendu juste à l'endroit où je méditais. Et ensuite, ça m'a suivi jusque chez moi. Oui. Ça m'a suivi pendant 3 heures, comme si j'étais rattaché à ça, avec un fil invisible, comme un ballon de baudruche un peu. Et quand je m'arrêtais dans la rue, ça s'arrêtait. Et quand je continuais, ça continuait. Et on a pu rentrer dans des magasins, ça nous attendait, ça sortait, etc. Et c'était au-dessus des arbres. Il y a même des gens qui ont filmé cette chose. Alors selon vous, c'est quelque chose de terrestre ? Alors non. Alors moi, je dirais que ça vient d'une ancienne civilisation qui vit sur la Terre depuis très longtemps et qui a atteint le principe de l'immortalité relative. Oui. Par
par des régénérateurs que l'on voit dans la série Les Envahisseurs d'ailleurs, puisque vous verrez dans mon deuxième tome qu'ils ressemblent étonnamment, ces générateurs, ils sont manufacturés, hein, ils ont été construits, et ça guérissait le cancer, et ils ont été virés par Sloan Kettering, qui voulait que les gens soient empoisonnés et vivent de la pharmacopée chimique. Ouais. Alors ce code Adamski, à quoi ça correspond? Le code Adamski, je vais vous dire ce que c'est. J'ai dit donc, si vous avez vu cette interview, quelque chose de très profond, dans le sens de ce que je viens de vous dire là, et des autres interviews. C'est-à-dire, j'ai découvert un truc très particulier qui fonctionne, c'est invariable. Le code Adamski est invariable pour toutes les données de l'ufologie mondiale. C'est-à-dire que ça ne bouge pas, c'est invariable, c'est monolithique. Je vais vous expliquer ce que c'est en quelques mots. D'accord. Voilà. On n'est pas préparé, si vous voulez, à comprendre que l'homme, à l'heure actuelle, au niveau de notre civilisation, à comprendre, comme les orientaux, que notre énergie est valide dans le sens quantique. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que le code Adamski, tel qu'il a été amené à travers la série Les Envahisseurs, c'est quelque chose de particulier. Il faut retourner au contact de Georges Adamski. Pourquoi Georges Adamski aurait-il été choisi par soi-disant des extraterrestres? Ce n'est pas ça la vraie question. La vraie question, c'était un grand blond, aux yeux bleus qui vient atterrit à bord d'un engin à lévitation magnétique. C'est-à-dire que ce que vous voyez dans la série Les Envahisseurs est beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'a raconté Adamski. D'ailleurs, à la fin, comme le dit celui qui a écrit Contact extraterrestre, Timothy Good, dit qu'il a beaucoup menti à ses amis, et même ses amis l'ont senti qu'il mentait tout le temps, à un moment donné, à la fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, Adamski n'a pas, comment on peut dire, n'a pas canalisé l'information comme il le fallait. C'est-à-dire qu'on lui a raconté que c'était des extraterrestres. Parce que, en fait, il disait, voilà, ils tirent leur énergie du champ magnétique de la Terre. C'était connu, ça, depuis 1893, quand Nikola Tesla pouvait tirer avec ses machines l'énergie du champ magnétique de la Terre. Et quand Nikola Tesla a fait son disque volant, quand il a fait les plans de son disque volant en 1907, il a dit au Waldorf Astoria Hotel qu'il faisait un engin qui n'avait pas l'air d'un avion, qui n'avait ni hélice, ni moteur à essence, ni rien, et qui pouvait rester en lévitation en l'air, partir dans n'importe quelle direction à des vitesses fulgurantes, et rester au cœur d'une tempête comme ça. Ça, c'est le vrai code. Le vrai code, en fin de compte, Adamski, c'est quelque chose qui fait partie d'une technologie à énergie libre. Oui. Il faut rendre abstrait la chose beaucoup plus qu'on le pense, dans le sens que c'est pas des extraterrestres qui vont nous montrer ça. C'est l'homme qui montre cette technologie depuis la nuit des temps, depuis le temps de l'Atlantide en fait. Il y a eu des bagarres de clans, comme nous raconte la chronique de Michel Bouguer, et ces bagarres de clans, c'était pour les territoires spatiaux avec l'énergie libre, les dispositifs, c'est-à-dire ceux qui rendent, non seulement qui rallongent la vie par l'éclair, c'est-à-dire Zeus, tout ce qui est, on pourrait dire, la charge électrodynamique de l'homme à travers ce qu'on appelle l'esprit, mais qui est la charge supermagnétique de la Terre à travers un corps humain. Voilà, ça c'est le vrai courant du code Adamski, c'est-à-dire ce qui nous alerte pour devenir l'homme cosmique. C'est pas un groupe d'extraterrestres à l'extérieur qui va nous annoncer ça. Un enseignement, c'est toujours à l'intérieur, c'est toujours pour l'intérieur, c'est-à-dire pour être soi-même ce que nous dit l'enseignement, mais pas des histoires qu'il faut aduler des extraterrestres. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que Georges Adamski voit atterrir un engin à Desert Center en 1952. On lui dit que donc il est contacté, etc. Mais qu'en fait, il parle pas beaucoup. L'homme ne lui parle pas. Il dit que c'est de la télépathie. Et j'ai découvert que c'était une technologie très particulière centrée sur les rayonnements de synthèse pour les mots. C'est-à-dire, vous pouvez recevoir. C'est Nikola Tesla qui avait créé ça sur les ondes radio, et il peut, en lisant votre signature électromagnétique, on peut, grâce à l'invention de Nikola Tesla, contacter quelqu'un par télépathie synthétique. Donc c'est lié justement à la découverte de Nikola Tesla pour créer un disque volant, ce qu'il avait fait. Il a été ruiné par les banquiers, et d'ailleurs il a donné beaucoup de ses inventions aux Russes et aux Allemands, Nikola Tesla, parce qu'il était très embêté par les Américains qui voulaient le ruiner. Donc en fait, pourquoi? Parce qu'il y avait déjà un consortium à l'époque qui faisait que, comment dire, notre civilisation ne devait pas aboutir, ça devait être détourné au profit d'un consortium
consortium qui s'accaparait ce qu'on appelle les brevets de Nikola Tesla, et sa soucoupe, et les rayons de télémanteau, etc. Donc tout a été remis. Nous, on a eu la société d'hyperconsommation. La Deuxième Guerre mondiale a été déclenchée pour que volent les Vril 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et les Leonbu nazis, et qui fait que c'était directement les tachyonateurs de Thulé, par exemple, quand vous devinez comment est la soucoupe de Nikola Tesla, c'est bien des sphères à résonance magnétique, à inversion magnétique, qui pouvaient faire décoller l'engin de Tesla. Donc en fait, vous avez un petit film de 5 minutes sur UFO of Tesla sur YouTube, vous pouvez le voir, c'est en espagnol et en anglais, et il vous dit que l'OVNI de Tesla pouvait aller sous l'eau, comme il pouvait aller dans l'air, et de toutes les façons, tout ce que vous voyez de la soucoupe, la même soucoupe que j'ai vue moi, et je m'appelle pas Adamski, la même soucoupe que j'ai vue dans les gorges du Tarn, c'est la fameuse soucoupe, exactement la même photographiée par Adamski, mais c'est la soucoupe de Nikola Tesla. D'accord. Alors vous avez rencontré Roy Thinnes, acteur de la série Les Envahisseurs. Vous pouvez nous expliquer cette rencontre avec Roy Thinnes et à quelle occasion l'avez-vous rencontré? Alors, j'ai découvert que les images de la série Les Envahisseurs étaient codées et montraient en fait la véritable guerre froide qui avait été déclenchée entre Russes et Américains pour la technologie nazie. C'est-à-dire que c'est l'ordre secret nazi chevaliers de Poséidon, appelés à partir de 1945-47 les chevaliers de Poséidon, qui maintenaient cette guerre froide, c'est-à-dire avec les familles royales, que ce soit la reine d'Angleterre ou ailleurs, ou avec les services secrets, la DST en France, etc., qui voulaient s'accaparer cette technologie à antigravité de Nikola Tesla. Donc en fait, quand j'ai découvert tout le processus des images que vous voyez dans la série, jusqu'au rayon de désintégration maintenant dont on parle, que l'on possède aux États-Unis, ce puissant rayon, aucune, ils disent, d'ailleurs vous avez, je crois que ça s'appelle le projecteur sur Internet, vous pouvez le voir, moi on m'a envoyé le film, on voit un tube, et c'est le projecteur où ils peuvent projeter un rayon laser, désintégrer totalement une voiture, et on le voit en 1967. Ça n'était pas encore créé, alors que si certainement ça l'était par une ancienne civilisation qui possédait tout ça et qui était en accord avec les gouvernements et même les nazis. Et vous voyez dans le troisième épisode, La Mutation, vous voyez la Jeep, d'ailleurs qui fait référence à l'armée, la Jeep de David Vincent, qui par un puissant laser de forme un peu étrange, cubique et à moitié étrange dans Les Envahisseurs, qui projette un rayon bleu, et là toute la Jeep devient rouge et se désintègre, et il reste plus qu'une trace au sol, et c'est la vérité. Ce que vous voyez, c'est la vérité. D'ailleurs, avant de répondre à votre question là, il faut que je vous parle de Breton, qui a dans le livre Histoire magique, Histoire de France, tome 2, de 1977, page 360, Guy Breton et Louis Poès racontent que des gens désintégrés auraient été atteints par des rayons comparables au laser. Il explique qu'il faudrait penser que ce rayon aurait existé dès 1860 lorsque la comtesse Corneille réduite en cendres. Bien avant donc de lire Breton, j'avais découvert ça moi-même. Donc là, je pense que ils disent en plus, donc c'est Powell et Breton, qui disent que ce rayon, à l'heure actuelle, serait donc entre les mains d'une secte criminelle, d'une société criminelle. Donc c'est marrant, ils ont écrit ça en 1977, et j'ai découvert, alors que je connaissais pas ça, j'ai découvert qu'après avoir publié mon livre. Ce qui fait que j'ai vu la trace moi-même, ce qui fait que ce qu'ils disent avoir les Américains à l'heure actuelle, c'est très vieux, ça vient du laser KSK Donai, que l'on voit sous la soucoupe des envahisseurs qui désintègre la Jeep de David Vincent. Alors moi j'ai tout de suite envoyé un message à Roy Thinnes, j'ai dit écoute, c'est pas possible, d'ailleurs on se tutoie parce que en américain on ne voit pas, et en fait je lui ai dit ça, et il a été sidéré, il nous a dit je suis tombé à la renverse de toutes ces informations que j'aurais aimé connaître il y a 40 ans de ça quand j'ai tourné la série. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Paroles de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion.
Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, nous sommes toujours en compagnie de Peter Knight et nous parlons d'OVNI, de multidimensionnalité. Alors donc on peut considérer que la série Les Envahisseurs est inspirée de faits réels. Ah, c'est tout à fait codé, crypté à un niveau incroyable. D'ailleurs, le réalisateur était pilote de bombardier. Il survolait l'Italie pendant la Deuxième Guerre mondiale et il a été suivi par même Roy Tinos, parce qu'il avait dit sur le plateau à l'acteur, et Roy Tinos me l'a dit au téléphone. D'ailleurs, la préface, dans le deuxième tome, c'est Roy Tinos qui a écrit la préface de mon deuxième tome, que je vais éditer là bientôt. Et Roy Tinos m'a dit, il a été suivi par des disques volants de couleur sombre énormes. Donc en fait, il connaissait, alors je vais vous dire, vous savez, quand vous m'avez demandé ce qu'était le code Adamski, le plus percutant, le scoop du code Adamski dans la découverte de ce que vous voyez, des images codées, cryptées, absolument incroyable, c'est que vous voyez des blonds qui sortent de disques volants, comme Adamski a vu ces blonds sortir de disques volants, mais en plus, un détail unique en son genre qui est la stricte vérité, c'est que les blonds qui sortent des soucoupes de la série Les Envahisseurs, qui ressemblent au Onbu 1 allemand, curieusement, c'est que ils ont le petit doigt qui voilà, c'est ça, le petit doigt. Raide et cassé à l'extrême limite. On peut difficilement le faire parce que c'est normalement une des premières phalanges qui est comme cassée. Et bien en fait, ça ressemble à une griffe assez menaçante dans la mais c'est tout à fait la vérité. C'est la maladie de Dupuytren, puisqu'après dans les conférences que j'ai fait, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils avaient des gens dans leur famille qui possédaient ce petit doigt raide et écarté. D'ailleurs, même un policier à Monaco m'a acheté mon livre et il est blond aux yeux bleus. Et maintenant, il sait pas pourquoi il a mal. Et en fait, donc, il a eu l'explication dans mon livre. Il connaissait pas cette explication parce que Dupuytren disait que c'est même pas ce qu'ils ont. C'est une déformation, c'est génétique et complètement inconnue. On ne sait pas pourquoi. C'est la pure lignée aryenne viking qui, entre l'âge de 40 et 50 ans, a cette mutation de l'auriculaire. Et David Vincent n'arrête pas de dire dans tous les épisodes, on reconnaît les pilotes de ces disques volants à la mutation de l'auriculaire. Eh bien, moi, je peux vous dire exactement, à l'instar de David Vincent, que vous reconnaîtrez les pilotes de ces disques volants exactement lorsqu'ils ont entre l'âge de 40 et 50 ans, ont cette mutation de l'auriculaire et ils possèdent ces régénérateurs découverts qui sont manufacturés. Je les mets dans le deuxième tome. J'ai déjà dit dans une de mes conférences ce que c'est exactement, qui les a construits, et c'est quasiment les mêmes que vous voyez dans la série des Envahisseurs. Donc je pense que Andrew McIntyre, puisque Larry Cohen n'a rien compris quand il a écrit ses scénarios pour les Envahisseurs, lui, il voulait faire fiction de la science-fiction. Et tout à coup, Andrew McIntyre arrive, le directeur de la photographie, il fait les scénarios, il fait ceci, il est le pilier d'un seul coup avec Quinn Martin, qui est le producteur. Ils s'entendent tous les deux et ils font quelque chose d'absolument insolite, qui d'ailleurs perdure à l'heure actuelle parce que c'est toujours autant un mystère, ça n'a pas vieilli. Pourquoi ? Parce que c'est justement ce dont je vous parle. Parce qu'en fait, ils ont codé jusqu'au dernier épisode qui s'appelle Inquisition, où vous voyez une arme qui est une parabole qui doit détruire toute vie sur Terre. Et cette parabole, elle a un quark enchâssé au centre de la parabole. Eh bien, c'est une arme de Tesla que Tesla avait créée dans les fin des années 1800 et ça avait généré un puissant tremblement de terre. Et tous les pompiers à Manhattan étaient sortis et tout ça. Parce qu'en fait, c'était à une longueur d'onde rattachée à 7,5 MHz, je crois. Et il avait déclenché avec ça et ses antennes, exactement comme dans la scène où ils veulent détruire la vie. Et il nous montre là une arme de Tesla, Andrew McIntyre. Donc en fait, Inquisition et l'épisode, même les titres sont codés et les images que vous avez à l'intérieur de manipulation mentale par les ultrafréquences, comme dans par exemple les sangsues, c'est l'exacte vérité. Les nazis possédaient cette technologie Tesla. Et quand l'opération Paperclip, c'est parce qu'ils ont été aux États-Unis, il y a eu une opération d'exfiltration, qu'en échange de l'or, ils fassent des bases et soient dispatchés dans le monde entier et envahissent le monde à partir de là. C'est-à-dire c'est des membres de la pure lignée viking qui ont le petit doigt qui serait dit. Donc je pense qu'Andrew McIntyre, qui était rattaché au Patagone, a vu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale les Blancs arriver de l'opération Paperclip à Washington et il a su ce qu'il était en train de faire et il a fait la série dans les années 60. Alors Nikola Tesla voulait construire un véhicule spatial. C'est ça. Oui. Donc pourquoi et est-ce qu'il l'a construit ? Enfin bon, est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur ce véhicule spatial ? Alors, ma
Massimo Teodorani, qui a écrit L'éclair de génie dans son livre Massimo Teodorani, dit qu'il n'y a pas d'indication en plus par rapport aux conférences que Tesla a fait en 1911 au sujet de son disque volant. C'était très secret, il se le réservait. Donc on a très très peu d'informations, sauf que des plans courent sur Internet, vous pouvez deviner à peu près ce qu'a fait Nikola Tesla. D'ailleurs, je crois qu'il y a des plans en croate, donc on peut deviner à peu près que ces plans-là, avec des indications que l'on voit, qui circulent sur Internet, sont justement les travaux de Nikola Tesla. Donc il n'y a que par ce biais-là, avec tout ce que les études qu'on peut faire sur les champs magnétiques on savait que, par exemple, les ondes de gravité, Nikola Tesla avait deviné tout ce que c'était, alors qu'on nous raconte tout un cinéma à l'heure actuelle, ça y est, on a trouvé Einstein. Mais c'est pas Einstein. Il faut savoir qu'Einstein n'est qu'un homme de paille de ce consortium où il met des mots historiques d'Einstein perpétuellement. Einstein n'a pas tout dit, ces mots historiques qu'on raconte ici à notre époque. C'est pas Einstein, c'est sa femme qui ne pouvait pas parler à l'époque, et Einstein remplaçait sa femme pour dire des choses. Et en fait, c'est elle qui était un génie. Einstein n'a jamais été le génie qu'on dit à l'heure actuelle dans les universités. Il ne faut pas se laisser avoir, parce que les universités, ça fait partie de tout ce qui est la fausse connaissance que Nikola Tesla rejetait absolument. D'ailleurs, Einstein se faisait tirer les oreilles par Nikola Tesla. Parce qu'il n'avait pas les connaissances qu'il fallait. C'était la femme d'Einstein qui avait ces connaissances-là. Donc, tout ce qui est la théorie des champs de sa femme et tout ça. Et il y a plein de gens qui le savent, puisque j'ai discuté dans mes conférences avec des gens, il y a des gens qui sont bien plus savants que moi, qui savent très bien qu'Einstein n'est pas l'homme et c'est tout pareil comme ça dans notre civilisation. Il y a un blackout complet à travers la religion, à travers Washington, les hommes politiques, le système hollywoodien, le Hollywood 12 là dont on parle avec Rock Soccer. C'est ça, c'est des gens qui sont à Hollywood, dont Roseanne Barr parle, et qui chapeautaient. Roseanne Barr dit bien que c'est le CIA qui chapeaute, des nazis qui chapeautent Hollywood pour nous envoyer des images de science-fiction afin de croire que tout est faux quoi à travers la science-fiction. Mais c'est tout à l'envers. Et ce que je peux vous dire du disque de Tesla, c'est que Tesla, comme John Kelly en 1860 qui a fait le rayon laser à désintégration sonique, c'est John Kelly qui l'avait élaboré bien avant que les Américains fassent ces études-là, comme d'ailleurs tout ce que font les Américains, ça vient des nazis quasiment, et des chercheurs avant que les nazis aient volé leur plan, donc leur plan de recherche. Et donc en fait, il faut savoir que John Kelly et Tesla refaisaient les armes antiques, donc décrites par Madame Blavatsky, comme l'œil de Capi, je crois, qui étaient des rayons désintégrateurs de la période Atlante. Donc toutes les machines à résonance magnétique et tout ce qui était à l'ancienne avec les quartz, tout ce qu'a refait Nikola Tesla, c'était ces anciennes machines qu'il était en train de reconstruire grâce à son maître à penser Vivekananda, donc qui était un sage hindou, et toute la période Mahabharata, tout ce qui était Bhagavad Gita, je pense qu'il a dit des secrets, une sorte de... je pense que Vivekananda faisait partie d'un groupe secret qui était en accord avec Nikola Tesla pour recréer un âge d'or sur la Terre, et donc il a dû décrire certaines... comment on peut dire, il a mis en relation Nikola Tesla avec un organisme qui était très ancien sur la Terre et qui avait gardé la mémoire des origines, c'est-à-dire celle de l'Atlantide et de l'Hyperborée, du continent hyperboré et limurien. Et je pense que Nikola Tesla, il n'a pas fait ça tout seul. Tous ses plans étaient issus de quelque chose, dont sa boîte noire, sa mystérieuse boîte noire. Oui, la boîte noire, oui. Il la mettait dans sa voiture, elle démarrait et elle aurait pu faire le tour de la Terre sans arrêt, avec une énergie infinie. Oui. Alors, selon vous, les ovnis, est-ce qu'il y en aurait de nature extraterrestre? Alors, il ne faut pas chercher ça maintenant à l'heure actuelle. Il n'y a rien à l'extérieur, à mon avis, d'après ce qu'a découvert M.K. Jessup en 1950, c'est qu'un champ magnétique crée un changement de phase de la matière et qu'il y a des mondes à l'intérieur des mondes. Je pense donc au pont Einstein-Rosen, par exemple, je pense que ça nous conduit directement à des phases de la matière interchangeables. C'est-à-dire, vers le pôle existe un super champ magnétique. Je voulais en parler justement. Au centre du pôle Nord, il y aurait des portes interdimensionnelles qui permettraient de passer dans d'autres dimensions, c'est ça? C'est des dimensions de vie qui continueraient, donc comme je le dis, comme vous avez pu voir l'interview à la fin, c'est-à-dire que John Dee avait des globes de Mercator, n'étaient pas essentiellement rondes, mais plutôt en forme de poire, peut-être un peu, et au pôle, il y aurait un rocher énorme, une montagne noire, je pense être une magnétite
très particulière qui crée un changement de phase de la matière. C'est un carrefour des dimensions et qui fait que il dit, donc John dit, c'est D2E, hein, John. Ouais. Et il a écrit à la reine Elisabeth comme quoi il faudrait qu'elle s'empare du Groenland parce qu'il existerait des sphères superposées, alignées le long du Groenland, qui ferait que le Groenland s'éterniserait vers l'infini, au-delà du regard, quoi, et qui ferait qu'il accéderait à une porte dimensionnelle. Et il avait dit à la reine, donc Elisabeth, qu'il faudrait qu'elle s'empare du Groenland pour avoir toutes les portes induites. Donc je pense que le secret gouvernemental qui nous est caché à l'heure actuelle, c'est le secret des pôles de chaque planète comme ça, qui mène à des interdimensionnalités. Et c'est ça. Il n'y a pas que la Terre creuse qui est un détail comparé à ça, et qui fait que ça mènerait sur les autres planètes directement, sans passer par du kérosène et tout le bazar, c'est-à-dire avec un engin supermagnétique, on rebondit, et en je sais pas moi, en un rien de temps, on arrive sur les autres planètes. Alors ça correspondrait simplement à un changement de fréquence. C'est ça serait des fréquences, comme un peu les fréquences radio. Oui. Et vous changez, et à ce moment-là, il faut savoir aussi que quand vous êtes dans un champ magnétique équilibré, je parle d'un super champ comme celui que voulait faire Tesla, vous êtes invulnérable, vous devenez un méta-humain. Donc si vous lisez le dernier article que j'écris dans la revue Top Secret numéro 85, vous avez ça, vous devenez un méta-humain, c'est l'éclair, la foudre, c'est généralement Zeus, Thor, Odin, tout ce qui est les anciens mythes, c'est-à-dire vous devenez un homme qui manipule la foudre comme Tesla voulait le faire, parce qu'il pouvait tenir dans sa main une boule de foudre sans être désintégré. Ça voulait dire qu'il était déjà entouré d'un super champ grâce à ses bobines, un maillage, c'est-à-dire un champ répulsif. Ce qui fait que quand vous accédez à ça, à cette technologie, vous devenez invulnérable au mal, puisque c'est dit, puisque John Kelly l'avait par une simple ceinture, un simple artefact, ça pourrait être un bracelet, c'est-à-dire, mais dans les Thunder Agents, justement la bande dessinée de 1966, qui correspond au projet WASA, donc au projet russe WASA à l'ONU. Donc je pense que l'ONU est en phase avec ça et qu'elle a des armes électromagnétiques de Tesla et qui nous font croire qu'il n'y a rien. D'ailleurs, il n'y a jamais eu autant de guerres depuis qu'il y a l'ONU, donc ils font partie du truc noir là, c'est sûr. Alors finalement, si je comprends bien, tout est là. Alors on vivrait finalement, quelque part, dans un grand logiciel. Alors on vivrait dans une sorte, je vais vous dire ce que ça peut être, c'est-à-dire que tant que vous ne générez pas le champ magnétique répulsif, l'orbe, c'est-à-dire ce qu'on appellerait le Merkaba mystique, vous êtes dans une matrice d'illusion. C'est ça, oui. Voilà. Vous n'êtes pas le rené, c'est-à-dire qu'il faut renaître en soi, comme Nicodème qui demande au Christ, mais comment peut-on naître une seconde fois? Oui, c'est ça. Il dit en vérité, si vous ne renaissez pas d'eau et de souffle, dans le vrai langage araméen, c'est l'eau et le souffle. Ce qui est super magnétique, ça. Ça, c'est super magnétique. Le souffle, champ égal, souffle et eau, champ super magnétique. Il faut voir au niveau quantique. Donc, en fait, si on ne renaît pas d'eau et de souffle, c'est-à-dire une espèce d'apnée qui nous conduit au second souffle, vous n'engendrez rien, vous ne renaissez pas, vous n'êtes pas à ce moment-là qu'on appelle dans le royaume. Oui, mais alors comment faire? C'est là où vous devez deviner que l'énergie et la masse doivent fusionner. C'est-à-dire que l'énergie du système solaire qui fait que le squelette se déplace, eh bien, votre conscience minérale, qui est le squelette, va représenter le roc, c'est-à-dire représenterait le roc d'où serait diffusée l'énergie. Il faut arriver à se centrer tellement qu'on atteint le squelette. Et à ce moment-là, vous rentrez dans la conscience de phase minérale, l'état de conscience de phase minérale, comme un morceau de carbone, puisqu'on représente ce morceau de carbone, qui par compression deviendrait du diamant. Et à ce moment-là, par la supercompression, à ce moment-là, vous manœuvrez dans le sens de votre pensée, et vous devenez le diamant, comme j'avais dit que c'était le langage des oiseaux, ça veut dire Dieu et amant et aimant, ce qui est aimanté de la Terre, vient au centre de votre plexus, qui est une porte. Et à ce moment-là, vous engendrez cette énergie supermagnétique aux quatre coins, ce qui est la croix centrée, c'est-à-dire les quatre éléments et les quatre directions des points cardinaux. À ce moment-là, vous devenez l'orbe central. C'est ça le royaume des cieux, c'est-à-dire votre eau se change en cristal par la force phénoménale induite des
courants qui font que vous devenez un être cosmique. Il faut synthétiser votre esprit à tel point d'abstraction que vous n'existez plus en tant que petite identité, mais entité id. L'id était le secret des Grecs pour la divinité, c'est-à-dire l'id était la force du subconscient créateur. C'était ça l'id, les cavernes de l'id. C'était ce que étudiait Platon et d'autres maîtres de la philosophie grecque. Mais cet emploi de la force de l'id, pourquoi est-ce qu'on a besoin de données pour prouver sa vie d'identité? Parce qu'on n'a pas résolu le mystère de la création. Alors on montre une apparence de carte d'id-entité. Vous n'êtes pas une entité id tant que vous n'atteignez pas le nexus profond de la conscience globale de l'univers intrinsèquement. Donc en fait, vous n'êtes rien, personne n'est rien. On n'est qu'une image utilisée par ce qu'on appelle ceux qui veulent gouverner ce monde extérieurement. C'est les hommes préhistoriques qui recherchaient le feu à l'extérieur. Ils en sont toujours là, les gouvernements. Donc en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes illuminés de l'intérieur. Mais je ne parle pas des Illuminati d'à l'heure actuelle, qui sont complètement perdus. C'est des gens qui cherchent le pouvoir parce qu'ils n'ont pas ce que je vous dis là, à l'heure actuelle, en ce moment, ce qu'on est en train d'approfondir au téléphone. En fait, l'identité, telle qu'on doit la concevoir, est cosmique comme Tesla le savait, comme disait Kananda. Moi, j'ai beaucoup lu Sri Aurobindo pendant toute mon enfance. J'ai été bercé par Sri Aurobindo. Je suis même allé au lieu en Inde où il était et j'ai rencontré des gens très intéressants. Sri Aurobindo, c'est carrément ça. C'est le véritable homme. D'ailleurs, il s'est extirpé de son corps consciemment. Il est pas mort inconsciemment. Il s'est extirpé de son corps. Il est resté d'ailleurs assis. Il avait placé un miroir et on voit lui, à un moment donné, il s'est expatrié dans une autre dimension avec son... Il y a des gens qui peuvent le faire. Il avait le droit de le faire, mais est-ce qu'il pouvait le faire? C'est ce que font les gens qui sortent de leur corps, qui font des sorties astrales. Voilà, mais malheureusement, il y a ceux qui le font, bon, ils le font comme ça, mais Sri Aurobindo, lui, il est parti définitivement. Il n'a plus voulu rejoindre son corps physique. Après. Il est parti dans une dimension très précise, une dimension qu'il voyait, qu'il savait où il allait. C'est différent, c'était un maître, quoi. D'ailleurs, on l'a considéré comme le Christ à une époque, et c'était certainement très très proche de la vérité, mais personne ne s'en est jamais aperçu. C'est pour ça qu'à la limite, ça n'est pas très important, la religion. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous, oui. Voilà. Ce qui compte, c'est l'emploi de cette énergie. Alors, comme j'ai dit, si nous sommes ce morceau de carbone, ce charbon qui doit devenir du diamant de compression, et diamant veut dire ce langage de Dieu, justement, diamant, eh bien, on est là en face, c'est-à-dire que les diamants sont éternels. C'est vrai, dans James Bond c'est dit, mais c'est vrai. Ça veut dire que le carbone devient éternel. Ça veut dire que c'est à partir de là, de la troisième dimension, que vous pouvez atteindre l'immortalité relative. Vous voyez, c'est le concept d'abstraction qui permet l'action. Je dirais, comme un bouddhiste qui veut tirer une flèche, il s'occupe pas, il s'occupe pas de le centre de la cible. Il est centré en lui, il tire l'arc et en fait la corde, et c'est le retrait, ça. Ça veut dire, dans l'image, il est en retrait. Et pour l'action, il lâche seulement. Il lâche, il laisse aller. Et ça atteint ou non la cible. Et voilà, c'est ça la philosophie, c'est-à-dire que nous devons entrer en abstraction, mais pure et simple, dans le sens où, quand vous lâchez pour quelque chose qui n'est pas de ce monde. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Fréquence Évasion Radio. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion. Nous sommes toujours en compagnie de Peter Knight et nous parlons d'OVNI, de multidimensionnalité. Alors pourquoi immortalité relative? Pourquoi relative? Parce que il s'agissait pas de croire qu'il fallait s'expatrier avec des drogues ou la religion à travers une espèce d'éternité astrale. Ça, c'était mauvais comme principe et comme plan. Ça n'est pas ça qui compte. Si on est là dans un ordre où des champs magnétiques peuvent être générés à travers le système de vie élaboré physiquement, c'est que physiquement on a à faire quelque chose pour une forme d'éternité. C'est-à-dire ne pas séparer les choses.
Là, par exemple, vous avez un point sensible que très peu de gens comprennent, et que Nikola Tesla justement avait compris, et c'est pour ça qu'il est devenu un génie, c'est que vous avez l'astral et l'éther. Oui. Mais l'éther n'est pas l'astral. Non. C'est là où il faut comprendre la chose. Attention, il faut vraiment comprendre. Et je vais vous donner une image très particulière, c'est que le fameux Jésus qui prend son baptême dans le Jourdain, on voit une colombe qui descend sur sa tête. La colombe qui descend, c'est l'éther. Oui. C'est-à-dire l'espèce de coton qui viendra dans votre corps. C'est-à-dire que vous êtes une antenne physiquement. Tant qu'on est, c'est pourquoi Krishnamurti avait dit il est né en vain celui qui ayant eu le rare privilège d'être né homme ne révise pas Dieu dans sa vie. C'est-à-dire l'id. Quand je dis c'est l'identité de Dieu en fait, l'entité id. Mais ça veut dire que quand vous attirez l'éther, c'était le souci de Nikola Tesla et bien d'autres chercheurs encore au niveau du yoga et de la recherche méta-humaine. C'est-à-dire, vous attirez l'éther. L'éther, c'est qu'il faut être une antenne pour attirer l'éther. On n'attire pas l'éther comme ça. Si vous êtes dans le rien, dans le néant, et surtout pas dans l'astral, parce que si vous êtes dans l'astral, vous n'attirez pas l'éther non plus. Parce que, vous voyez, est-ce que vous savez que des gens qui reviennent de la mort... Oui, justement. Qui disent qu'ils ont été dans le coma... J'en interviewe régulièrement, justement. Alors, il y a comme une espèce d'insatisfaction. Ils étaient très bien là où ils étaient, c'est embêtant qu'ils soient revenus là, oui, tout à fait. Oui. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait le lien entre ce qu'ils représentent au niveau de ce que je dirais l'éternité, mais plutôt dire l'internité, c'est-à-dire qu'il ferait qu'il y aurait un lien dynamique, un pont, entre le soi super énergétique et magnétique, et ce qu'on appelle le domaine de la gangue d'apparence, dont se sert cette énergie pour voyager entre les mondes. C'est-à-dire ce monde dit dimensionnel de la Terre en trois phases, c'est-à-dire en tridimensionnalité, doit être, comment on peut dire, habité par quelque chose. C'est ce que l'homme cherche inconsciemment ou subconsciemment. C'est d'ailleurs pour ça qu'il fait des guerres, qu'il fait une société divine, parce qu'il cherche partout mais il trouve pas parce qu'il se centre pas. Donc en réalité, c'était la phase pour se nourrir, c'était l'éther. C'est-à-dire qu'il faut faire descendre la colombe sur soi et atteindre le niveau de silence pour que le corps reçoive le centre de l'univers qui est l'éther. C'est pas à des kilomètres, c'est là. Alors, une civilisation telle que celle des Hyperboréens ou l'Atlantide ont compris qu'il fallait mettre des antennes. Alors, ils ont fait des sortes de vaisseaux qui attiraient l'éther, des disques, des engins qui faisaient qu'avec l'antenne sur le toit et l'antenne de la soucoupe, ça permettait d'attirer l'éther. Et Nikola Tesla a fait la même chose. Il a tiré l'éther avec sa voiture, sa Pierce Euro dans les années 30, avec une antenne d'1m83, je crois, à l'arrière, et avec une boîte étrange qui aussi attirait l'éther avec des tubes à vide dedans, mais qu'on n'a pas trop identifié. Et bizarrement, c'est ça qui attirait l'éther. Et quand vous attirez l'éther, vous pouvez tout faire. C'est-à-dire tout s'expanse à l'infini. Donc, les recherches mystiques qu'on appelle KRST, parce que KRST, c'est Christ. Donc, je l'explique dans mon dernier, dans le dernier là que vous pouvez avoir dans toutes les presses en ce moment, dans le numéro 85. Je répète ça parce que les Christ et tout, ça voulait dire le possesseur du secret, comme le dit Guittarade. Et le possesseur du secret, c'était les anciens dieux de l'Olympe qui les avaient, justement, avec l'électrogravité et tout ce qui était la foudre. Donc ça attirait les terres, leur technologie attirait les terres et pouvaient devenir des maîtres qui atteignaient ce que j'appelle donc, pourquoi l'immortalité relative ? Parce que tant qu'on n'a pas dépassé, par exemple, vous êtes sur une autoroute, vous ne dépassez pas telle voiture. Ça veut dire que si vous n'avez pas une voiture assez puissante, vous ne dépasserez pas la voiture, vous arriverez à sa hauteur. Mais si vous avez une voiture plus puissante, vous la dépasserez. C'est ça l'immortalité relative. C'est-à-dire que quand on parle de mort, pour l'instant, pourquoi parler de mort et de vie éternelle tant qu'on n'est pas arrivé à quelque chose ici sur la Terre relativement ? Pour arriver relativement, il faut tout relativiser dans un certain sens, même la mort. Donc, quand vous relativisez la mort, vous allez découvrir la vie. Et la vie, justement, la vie s'ensuit que vous pouvez atteindre une forme d'immortalité physique, dite relative, quoi. Oui, parce que j'ai des expérienceurs de NDE qui me disaient que finalement la mort, c'était une naissance. C'est ça. Voilà. Donc finalement, ce que je suis en train de comprendre, c'est que finalement on pourrait vivre sur toutes les dimensions à la fois, sans forcément passer par la mort. C'est ça. C'est ça. Donc c'est exactement ça.
Voilà, ni ce phénomène de réincarnation, etc., etc. C'est ça. Et c'est un complot, ça. Je peux vous assurer que la mort que l'on vit à l'heure actuelle est un complot paragouvernemental avec des machines atlantes qui détruisent notre vie. Tant qu'on ne trouvera pas à combattre ça, on croira en cette mort. Et finalement, donc, est-ce qu'il y a des gens qui ont compris comment il fallait procéder ? Alors, je pense que dans le secret, quelques personnes ont compris ça. Moi, je suis tout un cycle en moi qui fait que, à un moment donné, je vais écrire là-dessus. Il y a un livre que je prépare de ça, et tout le monde pourra le lire. C'est un livre assez secret, mais ça sera mon dernier livre d'ailleurs. Après, j'aurai terminé d'écrire tout ça. Après mon 3e livre du dossier secret des envahisseurs, je vais sortir ce fameux livre-là dont il est question sur qu'on appelle le développement de l'immortalité relative, quoi. Alors finalement, Jacqueline Bousquet, avec qui nous faisions des émissions sur les interdimensions, nous disait qu'il fallait s'aligner avec les vibrations de la planète, à savoir bien se nourrir, bien penser, pour se rapprocher le plus de la nature, enfin se rapprocher plus de la nature pour changer nos ADN. Alors, on peut se rapprocher de la nature, c'est vrai, mais tel que c'est à l'heure actuelle pollué dans le sens des ondes, il faut, disons, faire un retour en soi personnellement, c'est-à-dire que presque d'une abstraction intense qui fait que vous pouvez rayonner sur la nature quelque chose que la nature ne rayonne peut-être plus. C'est-à-dire que la terre, l'eau, l'air et le feu, comme il y a une attaque à l'heure actuelle de harpe, oui. C'est très très lent, là, c'est modifié, donc il faut que nous-mêmes ayons la vision par une sorte de fixation très précise au niveau du pensant créateur, qui crée une forme de motivation qui permettrait d'annuler ce qu'on appelle le facteur chaos, les forces du chaos, quoi. Alors elle nous disait qu'il fallait manger le plus possible bio, éviter justement de manger aussi des nourritures lourdes comme la viande, comme les produits laitiers, etc. Faut pas manger de viande à mon avis. Voilà, c'est ça. S'alléger et supprimer les Wi-Fi, supprimer les portables, éviter les portables au maximum, enfin tous, voilà. Et elle nous disait que la planète avait élevé ses fréquences depuis quelques années, elle était à 7,5 Hz et nous serions, paraît-il, à 13 ou 14 Hz dans la résonance de Schumann qui est mesurable. Oui. Donc tout ça, ça correspond ? Alors je me méfie beaucoup de ce qu'on raconte dans ces espèces de multiplication d'Hertz parce que il risque d'y avoir un armement harpe derrière tout ça. Ah bon ? Oui, alors il faut faire très attention. Je pense que c'est lié à un consortium qui veut basculer la Terre dans un certain univers artificiel au niveau quantique, puisque maintenant on le sait, Google est devenu maître du monde et veut quantifier tous les êtres humains et leurs pensées. Et ça y est, ils veulent relever les morts, etc. C'est marqué, hein, vous avez ça maintenant. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Google a la puissance quantique de l'intelligence artificielle. Ils sont les maîtres du monde à l'heure actuelle. Ça a été dit là. Alors attendez, il y a un livre, je vais vous dire le titre d'un livre qu'il faut comprendre. Un livre de Frédéric Salat-Barou, La France et la solution aux éditions Plomb, où il explique à quoi est arrivé Google à l'heure actuelle et quelle est l'imposture. Ils utilisent l'électricité, les champs électriques et dynamiques même de Tesla et tout, pour copier l'être spirituel, mais en fait c'est vide, c'est comme les envahisseurs, quoi. Et ils augmenteraient les fréquences, pour à un moment donné basculer la Terre du pôle Nord au pôle Sud. Et c'est ça qu'ils préparent en ce moment. Je pense qu'ils préparent une forme d'apocalypse. Ceux qui disent des messages dans des soucoupes et tout ça sont des traîtres, quoi, à la race humaine. Et en fait, dans leurs engins, ils veulent réduire l'humanité aux singes et ne veulent plus entendre parler de spiritualité. Donc en fait, ils n'ont aucune spiritualité. Ils sont très très dangereux. Hein. C'est la pire engeance qu'on puisse imaginer sur Terre à l'heure actuelle. Mais finalement, si on se reprend en main, l'esprit est indestructible. Ils peuvent rien contre nous. Alors ça, je suis d'accord. Mais tant qu'on est dans l'univers relatif, faut être un peu comme David Vincent. Faut pas nous envoyer en l'air directement par notre. Faut être méfiant. Faut économiser notre énergie et voir ce qui se passe. C'est comme ça qu'on pourra les contrer. Parce que si tout de suite on pense qu'on est vainqueur et tout, alors là on a perdu. Hein. En tant qu'esprit, en tant que conscience, ils peuvent rien faire contre nous. Mais si, justement, c'est là où j'ai essayé d'avertir les New Agers. Malheureusement, les New Agers sont terribles dans le sens où ils voient pas. Et tant que vous n'avez pas atteint
le niveau de diamant. Oui, ce que vous disiez. Tant que vous n'avez pas atteint le niveau de diamant, tout est possible dans l'invasion. Donc, ils peuvent nous enfermer dans la matrice, c'est ça? Absolument, absolument. Du jour au lendemain, il peut y avoir un ordre totalitaire qui s'inscrit et vous ne pourrez rien faire. Et tant qu'on n'est pas devenu du diamant, c'est comme ça. Et donc, quand on meurt, on repart dans l'astral qui est aussi une matrice. L'astral, finalement, ça serait une espèce d'espace astralo-cybernétique d'une certaine manière, puisque c'est complété par des machines atlantes délétères, quoi, où il y a quelque chose qui fait vieillir, etc. C'est à l'envers, ça tourne à l'envers de ce que la Terre-mère tournait dans l'autre sens, très certainement, et là, la polarisation est délétère et négative. Donc on vieillit, donc ça a été créé de toutes les façons, de toutes pièces, parce que naturellement, on devrait atteindre l'immortalité relative, mais maintenant, c'est qu'une élite. C'est qu'une élite qui a ça. Alors, je peux vous dire quelque chose qui fait que vous voyez Elysium, le film Elysium, avec Jodie Foster. Bon, eh bien, Jodie Foster, vous voyez, pour moi, elle fait partie de quelque chose qui fait partie de l'élite d'une certaine manière, et les messages qu'il y a là-dedans sont des messages très négatifs. C'est-à-dire, elle est directrice de Elysium, et elle tue les gens qui voudraient avoir la technologie qui guérit les corps, qui génère l'immortalité relative, quasiment, crée la jeunesse, etc. Et donc Jodie Foster, elle détruit les gens ceux qui ne sont pas riches, quoi, et qui devraient... Alors je pense que là, il y a un vrai message, puisqu'il y a une de mes amies qui a fait partie de l'élite à un niveau, et elle m'a dit, tu sais, que aux États-Unis, l'élite n'appelle pas l'Amérique les États-Unis, elle l'appelle Elysium, justement comme dans le film. Donc, comme l'on voit dans le film, c'est un satellite artificiel qui, étonnamment, ressemble à la roue de Werner von Braun. Et la roue de Werner von Braun, on peut croire qu'elle n'a pas été construite, mais j'ai découvert dans mon enquête que pendant les missions Apollo, la roue de Werner von Braun a été construite, en fait, pour une élite. D'ailleurs, les plans sont tellement précis de la roue de Werner von Braun qu'on c'est à tomber par terre. Tout est détaillé, même des petites navettes achetées par des milliardaires qui viendraient accoster le long de la roue. Eh bien, ça aussi, ça existe réellement. Or, j'ai découvert un document qui correspond à ça, et je peux vous dire ce que c'est. Il a été étonné, le chercheur ufologique Antonio Ribera, qui a écrit ces mystérieux ovnis jusqu'à présent, ils nous ont épiés mais demain, aux éditions de Vecchi, dit quelque chose d'absolument intéressant. Il dit que, en fait, la zone survolée par les ovnis au cours de leur mission, il parle des années 60, au cours de leur mission de reconnaissance, mesure environ 2000 kilomètres. Elle s'étend à peu près également de part et d'autre du méridien allant d'un pôle à l'autre. C'est ce que disait l'amiral Byrd, curieusement. Conformément aux prévisions qui jusqu'à présent se sont concrétisées parfaitement, le cycle d'exploration de la Terre par des vaisseaux spatiaux inconnus aurait dû s'achever en avril-mai 1961. Ça n'a pas eu lieu. Il dit, or, les vagues d'ovnis ont continué à déferler sur notre globe. Quelle explication peut-on donner de ce phénomène qui semble incohérent? Eh bien voilà, je vais vous expliquer comme c'était pas extraterrestre, en réalité, comme ça venait d'une intelligentsia de type nordique, c'est-à-dire la pure lignée viking qui possède le petit doigt raide que l'on voit dans la série des Envahisseurs, où tout est réel, c'est la vraie guerre que vous voyez dans la série des Envahisseurs, la vraie guerre froide, entre Russes et Américains et nazis. Et donc, David Vincent, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, c'est un code. David veut dire le bien-aimé, et Vincent, ça vient de vincere, qui veut dire vaincre. D'accord. Alors, pourquoi Antonio Ribera nous dit que c'était sur de 2000 km en 2000 km des soucoupes qui survolaient, parce qu'en fait, il fallait des émetteurs, des réceptacles qui envoyaient l'énergie pour les soucoupes, en fait. Ça a été construit sur la Terre. Or, les antennes HARP, telles qu'elles ont été édifiées au pôle Nord, au pôle Sud, à Pine Gap, en Écosse et tout ça, ça permet de drainer l'énergie et de faire glisser leurs disques volants sur les ondes radio. Et c'est d'ailleurs les ondes radio, c'est ce qui fait que les disques manœuvrent, les ondes radio. Et justement, c'est dit dans la série Les Envahisseurs. Ils changent de longueur d'onde radio et le disque volant s'écrase. Et bien ils ont raison, et il le savait, Andrew McIntyre. D'où il savait cette information, Andrew McIntyre, celui qui a fait la série Les Envahisseurs. Il savait tout. Donc, je vais vous dire, c'est que en fait, pendant les années 50, ils ont installé, puisque c'est le contacté qui a travaillé pour les grands blonds aux yeux bleus, il a travaillé pour les pilotes de disques volants, Howard Menger, et il dit qu'il les aidait à installer des antennes dans les arbres. C'est ce qu'on fait à l'heure actuelle, on met des antennes dans des faux arbres. Oui, c'est vrai, ouais. Eh bien, c'est pour faire glisser leurs vaisseaux furtifs. Vous
Vous voyez? Alors pourquoi il se pose la question? Les vagues d'OVNI ont continué à déferler sur notre globe après 1961 où il dit le cycle d'exploration de la Terre par des vaisseaux spatiaux inconnus aurait dû s'achever en avril-mai 1961. Mais pourquoi ça ne s'est pas fait? Parce que il y a eu des gens très riches qui achetaient des vaisseaux spatiaux et ça s'est multiplié. Il y a eu de plus en plus de vaisseaux spatiaux comme il y a de plus en plus de voitures à essence sur la Terre. C'est pour ça qu'il y a eu cette invasion. Il n'y a pas eu d'invasion, comme on dit, d'extraterrestres. Il y a eu une invasion de disques volants de Tesla, en fait, rachetés par des gens milliardaires et des nouvelles fortunes qui ont fait que leur famille après racheté des vaisseaux, etc. Et maintenant, voilà, il est très probable que nos mystérieux visiteurs disposent dans l'espace d'un satellite leur servant de base. Or, on a demandé à Werner von Braun de faire un satellite une roue de 75 mètres de diamètre pour une élite. Et cette base, on croit qu'elle ne s'est jamais faite. Alors on la voit dans 2001 de cette espèce. Comme je vous dis que dans 2001 de cette espèce, on voit le monolithe alors qu'il est réel sur Phobos et que c'est une antenne aussi et qui doit rayonner sur les pyramides de Mars pour aider, puisque les pyramides aidaient au vol des Vimana et généraient une longueur d'onde électromagnétique au centre des pyramides, que ce soit sur le plateau de Gizeh, qui finalement, certains savants disent, le plateau de Gizeh est le centre géographique de la planète. C'est-à-dire l'hémisphère planétaire est contenu dans ce qui est pyramidal. Donc en fait, c'est une sorte de ce qu'on appellerait de balise la pyramide, hein, ça on le sait. Alors voilà, je répète, il est très probable que nos mystérieux visiteurs disposent dans l'espace d'un satellite leur servant de base. Il se présente peut-être sous la forme d'une roue de taille gigantesque animée d'un lent mouvement de rotation qui par centrifugation crée une force équivalente à la gravitation qui lui est nécessaire. C'est ce que disait von Braun, mais il ne fait pas référence à von Braun, là, Antonio Ribera. Il imagine quelque chose. Et c'est incroyable. Alors, voyez ce qu'ils disent. Cette base géante pourrait se trouver à 36 000 km de notre planète. Ce serait donc un satellite artificiel de 24 heures. Rappelons-nous que Clyde Tombaugh, le célèbre astronome qui découvrit Pluton, fut chargé par l'armée des États-Unis d'une mission ultra secrète. Il devait découvrir les satellites artificiels de la Terre bien avant que les Soviétiques lancent leur premier Spoutnik dans l'espace. Pour autant que nous sachions, il est possible d'affirmer que Tombaugh découvrit la présence de 2 satellites de ce type, dont l'un fut photographié plus tard dans les tracking stations de la Grumman Aircraft Engineering Corporation de New York. Ce satellite aurait un comportement très étrange puisqu'il suivrait une route allant d'est en est, donc à l'opposé de celle des satellites soviétiques et américains qui se dirigent tous de l'ouest vers l'est. Le plan de l'orbite de ce prétendu satellite de 24 heures serait animé d'un mouvement de contre-précession, c'est-à-dire que sa rotation s'effectuerait dans le sens contraire de celui de la rotation de notre planète. De cette façon, le plan orbital serait constamment tourné vers le Soleil et la base spatiale ne pénétrerait jamais dans l'ombre de la Terre. Il est probable que la lumière solaire fournit à cette base toute l'énergie qui lui est nécessaire. La combinaison de ces 2 mouvements permettrait à ce satellite de se déplacer apparemment chaque jour d'1 degré vers l'est. Il couvrirait ainsi peu à peu toute la surface de la Terre. Étant donné l'énorme distance qui le sépare de la Terre, aucun observateur placé sur notre planète ne pourrait l'apercevoir à l'œil nu, bien qu'il soit de taille gigantesque. Alors voilà où on en est. Et ça expliquerait quoi, ça? Ça expliquerait les ovnis qui viennent chercher de l'eau dans des lacs et qui même pompent des lacs entiers qui disparaissent en une seule nuit parfois. Ça veut dire qu'ils ont besoin d'eau dans ce satellite et qu'ils l'emmènent là-haut. Et les chemtrails dans tout ça, ça correspond à quoi? Les chemtrails, c'est le trafic de l'armée du complexe militaro-industriel qui envoie des particules de métal dans les nuages qu'il génère avec les avions. Parce que j'ai remarqué, et tout chercheur intelligent vous le dira s'il est vraiment un chercheur, je suis pas chercheur pourtant à ce point-là, et pourtant j'ai remarqué un truc incroyable, c'est que tous les nuages gazeux blanchâtres que vous voyez, qui se forment ensuite en cycle de nuages, eh bien, c'est créé par ces avions. Ça, je peux vous le dire, oui. Ils nous ont changé complètement le climat, en tout cas. Ah bah oui, le climat a été changé par les chemtrails. Hein. Voilà, eh bien, vous avez un feuilleton. Donc je parle dans le 2e tome, Chapeau de cuir, qui s'appelle Dans 7 jours le déluge. C'est un feuilleton de 1965. Alors regardez dans 7 jours le déluge, ils expliquent exactement tout ça. Ils voient un nuage toujours à la même place. Il pleut sans arrêt. Et
ils disent qu'ils mettent du iodure d'argent dedans, et c'est pendant la guerre froide, John Steed dit ça, et ben toutes ces informations, ils disent qu'un homme pourrait très bien avoir le contrôle du climat, donc le contrôle des êtres humains et de toute la Terre, et Emma Peel découvre la machine qui crée ça, et il y a un homme qui meurt dans son champ, noyé à l'air libre, à cause de toute la pluie, et bien c'est arrivé réellement dans le Var, un homme est mort dans son champ, tout par la pluie qui est arrivée, il est mort noyé, et c'est exactement l'épisode de Chapeau de cuir en 1965, et c'est l'épisode repris après, élaboré avec Sean Connery et Uma Thurman, dans Chapeau de cuir, la superproduction. C'est l'histoire du temps, et Sean Connery s'appelle Auguste de Winter, qui veut dire août en hiver, Auguste de Winter, qui fait chanter le monde et fait payer pour que si on paye, on n'a pas la pluie, quoi. Alors comment peut-on expliquer que, bon, par exemple, les associations, moi je connais plein d'associations qui se battent contre les chemtrails, qui écrivent au gouvernement, aux députés. Comment se fait-il qu'on n'a aucune réponse et c'est le blackout total? Ils n'en ont rien à faire, l'armée. L'armée, et d'ailleurs les civils, puisque je suis allé à la conférence où il y avait une dame qui dit aussi, il y a des compagnies d'avions civils qui font ça, ils sont payés pour faire ça, pour avoir de l'argent. Donc en fait, non, ils n'en ont rien à faire, puisqu'ils sont en haut dans le ciel. Vous ne pouvez pas les atteindre, à moins... une espèce de roi Arthur du monde moderne arrive à acheter des armes et puis vise les avions avec ses petites armes sur l'épaule et on envoie ça dans les avions pour les descendre, quoi. C'est la seule solution. À partir du moment où on parlerait de ça, on parlerait des ovnis, de toute façon. Donc c'est pas possible et ils nous prennent pour des cons. Donc en fait, il faut se réveiller, il faut tous autant qu'on est, il faut lutter contre ces gouvernements débiles là maintenant, c'est débile mental. D'ailleurs, c'est leur école là, toutes les universités et tout ça, c'est débile mental. Tesla, il en voulait pas, et Tesla d'ailleurs, il avait pas de diplôme. Le diplôme, vous savez ce que c'est que le diplôme? C'est que vous achetez quelqu'un et son âme. Alors vous avez un diplôme, vous êtes à la botte des gouvernements. Alors un dernier mot avant de se séparer. Est-ce que vous pourriez nous parler du chronoviseur? Le père François Brune avait fait une émission avec nous ici. Il nous avait parlé de la machine, donc le chronoviseur, qui serait démonté en plusieurs morceaux éparpillés dans différents pays. Vous êtes au courant de tout ça? Alors dans mon deuxième tome, il y a tout le truc. François Brune, c'est un petit homme qui s'imagine même pas. Ça a été créé par Werner von Braun, le SS, l'ex-nazi. Werner von Braun avec, j'ai le nom du physicien qui est au Vatican, qui a travaillé avec Werner von Braun sur le chronoviseur. C'est en fait le chronoviseur, il y a un dispositif majeur que l'on met dans les disques volants pour viser une époque. Donc c'est celui qui avait fait sa machine à remonter le temps. D'ailleurs, Nikola Tesla travaillait sur le voyage dans le temps avec sa machine qu'il avait présentée au roi de Belgique, qui s'appelait le temporisoscope, et qui est un scientifique très connu, qui a fait une machine à remonter le temps, qui explique qu'on peut vraiment voyager dans le temps. Et là, j'ai oublié son nom, mais dans le deuxième tome, je l'ai marqué. Alors, vous aurez tout ça dans le deuxième tome, parce que j'ai tout marqué en détail. D'accord. Donc, en fait, le chronoviseur, il faut savoir ce que c'est qu'en fait, c'est un chronomodulateur. C'est une modulation de fréquence pour les énergies de temps. Oui. Ah oui, voilà, c'était Émile Drouet. Émile Drouet, donc sa machine à remonter le temps est référencée, il y a le numéro de référence de son invention, au niveau des inventions, quoi. Et à l'équateur, il y avait un dispositif qui permettait à Émile Drouet, donc, de pouvoir comprendre les données de ce qui faisait qu'on pouvait voyager dans le temps, quoi. D'accord. Ça, je vous le dirai, il expliquait exactement très clairement comment c'est. Et donc, le chronomodulateur, c'est des longueurs d'onde qui peuvent envoyer à la limite jusqu'à la préhistoire. Alors, vous avez un film qui a fait référence à ça, qu'une élite, c'est une élite qui voyage dans le temps, donc parce qu'elle a des lingots d'or pour pouvoir voyager dans le temps, ça me fait penser aux nazis, un peu ça. Et cette élite milliardaire voyage dans le temps et ça s'appelle Coup de tonnerre, le film. Et vous voyez que tout ça, et ça va jusque dans la préhistoire. Et il y a un livre de référence avec ça, c'est La patrouille du temps de Poul Anderson. Et tout ça, ça correspond à quelque chose de réel, puisque c'était un physicien, Poul Anderson, et je pense qu'il a mis des données réelles dedans. Est-ce que vous avez des projets? Ben oui, alors voilà, le projet, c'est que je fais une association à l'heure actuelle pour nous sortir de là. Voilà. Je fais un roman à l'heure actuelle, un roman codé, crypté, exactement comme Hollywood pourrait faire des films cryptés. Elle en fait toujours des films de science-fiction. Pour lutter physiquement et mentalement contre une force paragouvernementale cherchant à dominer notre imaginaire. Donc en fait, je fais la Thunder Vril. Donc je le dis à tout le monde, là, la Thunder Vril, j'ai mis le logo sur Facebook, mais je vais donner après une adresse où on pourra me contacter à une boîte postale. Bon, je commence par une association, après ça deviendra une société, où il pourra y avoir une intervention
lorsqu'une opportunité se présentera afin de préserver le destin de l'humanité et garantir son évolution sur le plan cosmique pour l'empêcher de s'autodétruire. D'accord. Bah écoutez, Voilà, vous c'est viendrez ça, nous en reparler de toute façon, pas de problème. Ouais. Ben voilà. On peut vous retrouver sur Internet, vous avez un site? Oui, alors vous pouvez me voir sur Facebook, c'est Peter Knight de Monaco, hein, parce que comme j'ai eu le prix avec mon premier tome, le prix du meilleur livre étranger à Monaco, je mets Peter Knight de Monaco parce qu'il y a des centaines de Peter Knight. D'accord. Et le blog, c'est secretdesenvahisseurs.com. secretdesenvahisseurs.com. D'accord. Voilà, ça c'est le blog. Et moi, autrement, j'ai une page Facebook, c'est Le Secret des Envahisseurs. Le secret des envahisseurs. Peter Knight, merci d'avoir participé à la clé du mystère et bon courage pour la suite. On vous dit à très bientôt en tout cas. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Fréquence Évasion.